Euh, Monsieur Derjuder, Azul, Azul Fleck. nous allons faire un tour d'horizon sur ce qui vient de se passer avec la création, la préparation et la création des GPK. Vous faisiez partie de la commission de consultation qui a été mise en place pour la création du GPK. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, nous faire un bref aperçu sur vos travaux à l'époque et les réactions des gens que vous avez consultés en vue de ce projet? Oui, tout à fait. J'ai été membre de cette commission. On était chargé de faire un listing des personnes qu'on devait contacter et les contacter. C'est ce que nous avions fait. Un certain nombre de personnes avaient répondu oui, d'autres non. Parmi celles qui avaient répondu, il y avait effectivement une partie importante des personnes et des organisations, parce qu'il n'y avait pas que des personnes, des organisations qui étaient favorables à la création du GPK. D'autres non, des personnalités et des associations, mais parmi ce package, comme on dit, la majorité était favorable. Mais on estime que les personnes qui avaient refusé de participer étaient contre. Donc, dans l'ensemble, si on voit, lors de la création du GPK, moi-même avait présenté le rapport, il était favorable au GPK. Sauf que, à ce moment-là, nous avons considéré que ce rapport qui est favorable ne tenait compte que des personnes qui s'étaient exprimées. Pour vendre un peu ce projet, c'était quoi votre argumentation à l'époque? Il y avait pas, on n'avait rien à vendre d'ailleurs. Non, c'était pas ça. C'était une façon de parler. Oui, mais il y avait rien à vendre. C'était de dire aux gens qu'est-ce que vous en pensez. On avait laissé les gens parler. Nous ont fait des doléances, nous ont dit on est d'accord, on n'est pas d'accord, etc. Tout cela a été consacré dans ce rapport-là. On a tenu à ce qu'il soit fidèle à ce que les gens nous avaient dit. Après ces consultations, il y a eu le 1er juin l'installation du GPK. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus sur le fonctionnement à l'intérieur du GPK? Comment ça a été les conseils des ministres, comment ça a été les relations entre les différents membres de ce gouvernement? Juste comme ça, parce que il y a une chape de plomb qui entoure ce. Oui. C'est que personne connaît de l'intérieur cette organisation et cet organisme. Oui. Alors, il y avait eu dès le départ, tout le monde avait compris que on savait pas comment ça fonctionnait. Il vous a pas échappé, il n'a échappé à personne que c'est la première fois que nous avons été propulsés vers cette fonction de ministre. Et donc on savait pas comment ça fonctionnait. Au départ, effectivement, il y avait un rituel qui était lourd, il y avait presque un malaise, voilà. Mais à un moment donné, en discutant entre nous, on avait compris que ça ne pouvait pas fonctionner comme ça. Le malaise venait de ce rituel. Et il faut évidemment demander la parole, mais avoir un temps limité d'exposer. On n'avait pas l'habitude que ça soit comme ça. Et puis c'était une discipline de rigueur. C'était plus que la rigueur, parce que ça devenait presque des enluminures. Ce n'est pas le fond on ne pouvait pas exprimer. On était presque. Ce n'est pas presque, totalement. On avait. C'était pas libre de. C'est plus que la liberté. On était accessoires. On était des accessoires. On était des enjoliveurs des réunions, puisque on ne pouvait ni exprimer, ni débattre, ni rien du tout. On doit dire qu'est-ce qu'on a fait. C'était une atmosphère très lourde.
à laquelle je me suis jamais habitué, et je me suis rendu compte de fil en aiguille en parlant avec mes collègues, ceux dont j'étais plus proche, Mouloud Marhab, Arzqi Boussaïd et Jamila, en discutant avec eux, on s'est rendu compte que on avait à peu près la même chose, le même sentiment. Et après quelques conseils des ministres, j'ai appelé Farhat, il est venu même ici, à cet endroit-là, et je lui ai dit que ça peut pas continuer comme ça. En tout cas, pas pour moi. C'était Farhat qui a décidé de cette discipline de faire sans doute, mais je pense, parce que les choses, comment ils fonctionnaient, c'était Axil qui avait suggéré cette... pourquoi? Parce que ça paraît invraisemblable. Quand un ministre parle, présente son projet, ce qu'il a fait, parce qu'en fait, c'est ça. Les conseils des ministres étaient résumés à dire ce que vous avez fait pendant le mois, parce que c'était pas moi. Je m'étais battu pour qu'il y ait au moins une fois tous les 15 jours, voire même une fois par semaine. Bon, pour des raisons que j'ignore, ça se fait une fois par mois. Et donc, on doit dire ce qu'on a fait. Voilà, moi j'ai fait ça. Je me souviens un jour, j'ai dit, moi je n'ai rien fait parce que je ne vois pas ce que je dois faire. Que dois-je faire? Je ne vois pas. Aller communiquer, etc. Bon, alors pour en revenir, comment ça fonctionnait? C'est que Farhat, le président, donne la parole à un ministre, voilà, et tout. Et pendant que le ministre parlait, il y a des post-it. Axil écrivait des post-it. Pour dire quoi? On n'en sait rien. Il donne le post-it, il le donne au président. Le président le lit, et il intervient. Aussitôt, il dit, par exemple, vous arrêtez, non, c'est pas comme ça, etc. Ça y est, c'est fini. C'est-à-dire que on avait l'impression que c'était Axil qui dirigeait les camps. Puisque on ne sait pourquoi, d'ailleurs, il n'avait pas le droit de parler. Mais c'est lui c'est des post-it. Et d'ailleurs, donc, cela se passait pendant plusieurs temps. Moi, je ne pouvais pas supporter ça. J'ai demandé à Farhat de le rencontrer. Je l'ai rencontré ici. Je lui ai dit non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. En tout cas, pas avec moi. Est-ce que vous ne pouviez pas parler d'autre chose? Je sais pas. Il y avait pas une convivialité dans les conseils de ministres, alors que c'est... La convivialité, elle a lieu quand on allait manger. On allait prendre un sandwich, etc. Donc on se défoulait, on parlait des choses, voire même ici, parce qu'avant les conseils des ministres se déroulaient ici. Hein, donc même tu es venu une fois, ça se passait ici. J'offrais tout ce que la radio avait. Je suis venu pour prendre des photos. Voilà. Bon, d'accord. J'ai pas participé. Non, t'as pas participé. Tu es venu pour prendre des photos. Donc là, et puis on discutait des choses et d'autres, des éclats de rire et tout, et c'est tout. Donc moi, j'ai demandé à voir Farhat et je lui ai dit, ça ne peut pas continuer comme ça. Est-ce que vous croyez que cette atmosphère-là de lourdeur a favorisé l'explosion du GPK? Parce que là, en partant avec des ministres, là, ils se retrouvent à 5, c'est une quasi-explosion. Non, c'est pas ça. Pour être honnête, ce n'est pas ça qui a fait l'explosion. Ça, c'était que les ministres, en tout cas, dont je suis proche, ne pouvaient pas évoluer. Ils ne se sentaient pas à leur place. Donc, quand j'ai discuté avec Farhat, je lui ai dit, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut un fonctionnement démocratique. Il m'a dit, qu'est-ce que tu penses? Comment tu vois les choses? Je lui ai expliqué. Je lui ai dit, voilà, les ministres doivent faire des propositions, doivent faire des projets écrits, les exposer et seront débattus. Si on est d'accord, si la majorité, ils seront votés ou validés ou invalidés. S'ils sont validés, ils sont impliqués par tout le monde. Il m'a dit oui, c'est une bonne démarche. Voilà. Et puis Axil venait de moins en moins.
Qu'est-ce qui a empêché cette démocratisation au sein des GPK, selon vous? Du mot démocratisation de la parole. C'est ça, c'est précisément une démarche qu'on a voulu nous imposer. Et comme ça ne pouvait pas marcher parce que personne n'avait l'engagement, ça revient à pourquoi tous les ministres, en tout cas ceux dont je suis proche, leur engagement, c'était pour une Kabylie démocratique. C'est pour refaire une dictature algérienne, mais en minuscule, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas lieu d'être. Donc tous ces gens-là, pour que, enfin c'est ce qu'ils pensent, c'est ce que je pense profondément, pour que la Kabylie vive, puisse être prétendre à l'autonomie, il faut que ça soit différent de ce système algérien. Ça veut dire que une démocratie, qu'on écoute tout le monde, etc. Et comme on s'est rendu compte que on s'y croyait déjà, à aucun moment nous y avons cru à notre statut de ministre. C'était prévu, nous étions comme des moines guerriers. Nous étions là pour aller au front. C'était comme ça que c'était présenté. Et on s'est rendu compte, en tout cas au début, s'installer dans une situation de ministre. On croyait vraiment qu'on était on voulait nous faire croire qu'on était des ministres. On doit agir comme les ministres à l'américaine ou à la française ou à l'algérienne ou je ne sais trop quoi, avec la solennité qu'il faut. Et ça, on n'était pas prêt. On n'était pas prêt. Et on sentait que c'était pas, le malaise venait de cela. On voulait nous faire croire que nous étions des ministres, nous gérions un budget, et nous avons un territoire sur lequel on pouvait prendre des décisions, alors que tout le monde savait que c'était faux. C'était qui pensait ça, que vous étiez... J'imagine que c'est Farhat et Axil, hein. J'imagine que c'est eux. En tout cas, les ministres ne le pensaient pas. En tout cas, les ministres dont je parle, moi, dont je suis proche et avec lesquels j'ai discuté, personne ne le pensait. On nous a expliqué le jour où que Farhat nous a approchés, c'est pour aller mener un combat contre la dictature algérienne. Et ce n'était pas pour s'installer dans une forme d'organisation virtuelle ou voire même chimérique. C'était pas cela. Et on s'est rendu compte qu'effectivement on était là. Voilà, la déception commençait à partir de là. C'est que on voulait vous installer dans un confort ministériel alors que vous n'avez pas les moyens. C'est un peu ça. Il y a pire que ça. Oui, on n'avait pas les moyens, certes, mais on nous a fait croire qu'on avait les moyens. Quand même, les moyens existaient, ce qu'on nous a fait croire. Mais ce n'est pas ça. C'est d'un point de vue de l'objectif. On veut être un état virtuel, comme si on avait Par exemple, je vais donner un exemple. Farhat m'avait demandé de faire un communiqué sur l'imposition en Kabylie. Je dis, mais toutes les données, c'est entre les mains de l'État algérien. Ah oui, mais il faut que tu te débrouilles. Mais je me débrouille comment? Je vais mentir aux gens? J'ai appelé un ami, un cousin même, qui est un inspecteur des impôts à Tizi Ouzou. Je l'ai appelé en lui disant, bon voilà, quel est le taux d'imposition de la Kabylie par rapport au reste? Il m'a dit, écoute, on peut personne. Et en Algérie, l'impôt est prélevé à la base. C'est-à-dire, quand on achète une baguette, dans le prix de la baguette, on a payé et l'impôt et le prix. C'est-à-dire que c'est l'État algérien qui décide, voilà, vous avez consommé tant de farine, tant d'eau, etc. Donc, vous allez payer, etc. Voilà. En dehors de la TVA. La TVA, c'est le dernier consommateur qui la paye. Bon. J'ai dit, mais on ne peut pas. Il y a que même ceux qui sont chargés de collecter
l'impôt en Kabylie ne sont pas au courant du taux d'imposition de la Kabylie, puisque c'est décidé au niveau du Conseil des ministres, parfois au Conseil des ministres, sinon au niveau du Trésor public algérien. Donc c'est pisser dans du sable de considérer comme ça. Oui, mais il faut communiquer, il faut le dire, etc. Bon, moi, je sais pas le dire. Voilà. C'était la volonté, c'était d'occuper le terrain, même avec un rien. Non, c'est pas occuper le terrain. Malheureusement, ce n'est pas ça. Le terrain, on s'éloignait de plus en plus. C'est d'occuper l'espace médiatique. C'était ça le plus important pour le président Farhat et tous ceux qui ont élaboré la stratégie. C'était d'occuper, c'était de communiquer, de faire croire aux officines dont j'ignore, etc., que nous existons. Mais la réalité, ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Ce qui se faisait, on s'est battu. Jamila, Al-Qibou Saïd, Mouloud Marhab, on s'est battu pour faire du concret. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quel est notre d'ailleurs, je vais te le donner, si tu veux, le projet que nous avions fait, ces personnes-là que nous avions fait, tu peux en prendre connaissance. Ça s'appelait la politique d'occupation du terrain. Qu'est-ce qu'on avait dit? Nous n'avons pas les moyens de communiquer. On n'a pas de télévision, on n'a pas de radio. Toutes les radios, toute la presse est contre nous. La presse algérienne, même la presse internationale est contre nous. En tout cas, quand elle n'est pas contre, elle est indifférente à notre action. Qu'est-ce qui nous reste? Que nous reste-t-il? Eh bien, il nous reste les Kabyles. Il faut faire des actions en destination des Kabyles. C'est pourquoi on avait émis des billets. Mouloud a fait un travail colossal. Et j'ouvre ici une parenthèse. Je suis profondément déçu de l'attitude de Farhat à l'égard de Mouloud. Mouloud Marhab. Il a démissionné ou il n'a pas démissionné? Parce que... Alors, il n'a pas démissionné simplement pour ne pas le mettre en difficulté. Il lui a dit, écoute, moi, je ne veux plus, je veux démissionner, mais comme il y avait une vague de gens qui ont démissionné, je sais que je ne crois plus à ton projet, mais je ne veux pas t'enfoncer encore davantage. Jamila aussi avait cette attitude-là. Sauf que, lorsqu'il a fait c'est pas un remaniement, oui. Il n'a même pas fait allusion à lui, comme s'il n'avait jamais existé. Et je peux vous dire que il était très très blessé par rapport à ça. Et Mouloud a fait un travail colossal, il s'est engagé à fond pour faire connaître par rapport, conformément à la stratégie qui avait été votée par tous les membres du conseil d'administration, à l'exception de Nasser Hamadan. C'est le seul qui a voté contre. Donc, elle consistait à aller vers les Kabyles, expliquer le projet, expliquer que nous sommes là, ce que nous voulons, on ne veut pas d'indépendance, on est une politique en direction des autonomistes qui sont contre la démarche du MAC, la démarche de Farhat. Il a fait un travail avec toutes les associations et nous avons fait un travail aussi, mais on s'est rendu compte que nous avons été sabotés dans ce travail-là. Et c'est pour ça que je ne comprends pas cette attitude-là de le considérer comme moins que rien. C'est bon, il l'a pas reconduit parce que Mouloud ne souhaitait pas. Il aurait pu écrire que Mouloud Marhab n'a pas été reconduit. Ça coûte rien du tout de dire ça. Qu'est-ce que ça coûte? Pour vous, ça, c'est du mépris par rapport à... Absolument. C'est du mépris. Et ça, c'est une chose que nous avons remarqué chez Farhat. Quand il n'a aucun intérêt avec toi, c'est le mépris total. Alors, on n'est pas là pour parler de Farhat. Maintenant, revenons à votre démission. Quelle est la goutte qui a fait déborder la goutte qui a fait déborder le vase, c'est d'abord le fonctionnement, comme je viens de le dire, et puis la transgression permanente et systématique de
des règles du MAC, etc. Et je lui ai dit plusieurs fois, moi, je suis d'autant plus à l'aise de dire ce que je pense parce que je lui ai déjà dit en face. Donc, je peux le dire maintenant avec toi, avec tout le monde. Eh bien, j'ai dit que MAC France fonctionne selon la loi de 1901. Il ne peut pas fonctionner selon une loi qui n'est pas celle-là. Et donc, il avait une attitude d'agresser les membres, d'imposer son autorité. Il a dit à des responsables, que je vais vous exclure parce que vous ne reconnaissez pas mon autorité. Et ça, je pense que ce n'est pas digne d'un responsable que l'on vénère, qu'on aime et qu'on voulait qu'il ait un avenir de nature à représenter les Kabyles. Bon, je lui avais dit que ce n'est pas comme ça qu'on doit agir, et à chaque fois, son problème, à chaque fois, il est d'accord, mais il fait toujours pire. Bon. Et puis, je lui ai donné ma démission, je l'ai vu. Juste après la démission, me demandant, écoute, s'il te plaît, dis-moi tes griefs. Je lui ai dit ce que je suis en train de dire. Il m'a dit, écoute, à partir de maintenant, rien ne doit se faire sans qu'on soit conforme au statut du MAC France et de son règlement intérieur. Je lui ai dit, dans ces conditions, je demande à voir. On s'est vu au Trocadéro. Et on était d'accord. Je suis revenu de Trocadéro, j'ai vu, ils sont témoins, j'ai vu Habib et j'ai vu Mouloud Marhab. Je les ai vus, je leur avais dit, voilà ce qui a été dit, voilà. Et il m'avait promis de changer, de respecter. Cela dit, attention, il m'a dit, il faut revenir un peu pour que les gens comprennent. Farhat Mahanni avait convoqué l'Assemblée Générale pour le 13 février. Ça, on parle du MAC France. Ah non, je parle de MAC France, parce que c'est de lié. Hein. Moi, mes griefs, c'est parce qu'ils respectaient pas ils s'ingéraient dans un MAC France. Donc, il a convoqué, je lui ai dit, tu n'as pas le droit de la convoquer parce que tu n'as pas respecté l'article 11. Elle ne peut pas avoir lieu avant le 17. Il m'a dit, moi, je vais partir. Moi, le 22, je pars. J'ai dit, mais on a le 20. Il est convoqué le 17. On a fait le 20, dimanche le 20, et tu l'as fait le 20. Il m'a dit, d'accord. Mais comme il l'avait maintenu, le conseil d'administration de l'époque avait décidé de la rapporter pour le 27. Donc, elle a eu lieu. Passons. Le lendemain, une fois on était d'accord sur ça, en lui disant, tu n'es rien du tout, c'est le conseil d'administration seul. Les statuts sont comme ça. C'est une responsabilité collégiale, n'est pas individuelle. Sauf le conseil est habilité à décider. Le lendemain matin, je lis dans la presse que Farhat Mahanni on lui a ourdi un complot pour l'assassiner en Tunisie, dont tout le monde connaît. Je l'ai appelé et on l'avait convoqué. Il n'était pas content de dire qu'on l'avait convoqué, mais c'était le cas. Il y avait Asri Boussaïn, Mouloud Marhab, Jamila Amgoud, moi-même, et comme par hasard, il se trouvait que Yazid Abid était aussi présent. On ne comprenait pas pourquoi, d'ailleurs. Il n'était pas convoqué, mais il était là. Et on lui avait demandé des explications. Et qu'est-ce qu'il a répondu par rapport au complot? Alors, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, bon voilà, j'ai des preuves qu'il y avait quelqu'un, un monsieur, c'est un repris de justice, un homme politique qui a détourné de l'argent, comment il s'appelle, je me rappelle plus, qui a été en Argentine, puis il est venu, là, il a fait de la prison, et tout, qui avec Axil, ils ont organisé, enfin, il nous a raconté une histoire à dormir debout. Et moi, je me souviens, tous comme on est, en dehors de Yazid Abid, on lui avait dit,
écoute, normalement, tu as été invité par n'importe qui pour aller en Tunisie, et si tu as peur pour toi, c'est le ministre chargé de ta sécurité qui doit être en premier lieu informé. Celui-ci est là à côté, qui s'appelle Al-Sri Boussaïd. Il n'avait pas été informé. Il avait été informé par un communiqué. Alors on ne comprend pas pourquoi. Pourquoi c'est Nafa Kiresh et Al-Sri Bakir que tu as amené et non pas la sécurité, le ministre de la sécurité et ses agents, parce qu'il a une équipe qui veille à la sécurité de Farhat. Il a dit oui, c'est vrai, etc. Bon, on n'avait rien compris. Non seulement on n'avait pas compris. Mais sur le fond de l'histoire, est-ce que cette histoire de complot, est-ce qu'elle est avérée ou... Absolument pas. Absolument pas. Et c'est pour ça que j'ai confirmé ma démission. J'ai confirmé, je l'ai appelé le soir, j'ai envoyé un SMS le soir en lui disant, moi, que tu veuilles ou non, moi je ne continue plus. Parce que tout ce que tu es en train de nous raconter, c'est du pipeau. Il a des raisons et qui sont à lui, mais pas les raisons qu'il avait invoquées. C'est quoi, par exemple? Je ne sais pas. Les raisons, je ne sais pas. Une chose dont je suis à peu près sûr, ça c'est mon analyse personnelle, c'est que il y a une mise en scène entre Axil et lui. Ils sont d'accord pour faire ça. Parce que je ne peux pas croire que cette histoire-là d'aller en Tunisie, tout ça c'est faux. Et tout le monde sait que c'est faux. Alors il n'a pas donné d'explication. Il a oui, attends, j'ai même un papier où il y avait écrit en traitement de texte, mais il y avait un nom qui est rajouté. Il a cherché partout dans ses pas. Ah merde, je l'ai oublié, je ne sais pas où elle est, etc. C'est ce qui constitue une preuve. Bon, attends, c'est pas ça la preuve, hein. Et même si c'est vrai, les règles ne sont pas respectées. Ou alors on est, comme je l'avais dit déjà depuis fort longtemps, nous ne sommes que des enjoliveurs qui pour enjoliver nos salles de réunion, ou alors nous sommes des militants. Si on est des militants, nous sommes les premiers à être informés. Que tu aies une raison, que ça soit faux, que ça n'a pas d'importance. Mais nous ne sommes pas informés. Ah donc, ils nous utilisaient quand ils veulent, etc. Voilà le premier grief. Et c'est pour ça que j'ai confirmé ma démission. Mais après votre démission, il y a un conseiller du président, M. Nafa Kiresh, qui a dit que vous avez pris 25 000 euros sans les rendre. Oui, ben oui. Alors, maintenant, cette histoire-là, d'abord, je te remercie de l'avoir posé cette question parce que je tenais à répondre. Mais j'ai attendu depuis le jour la réaction de Farhat Mehni par rapport à ça. Parce que, que se passe-t-il? Farhat Mehni, effectivement, a fait un don à la radio. De combien? 25 000 euros. En espèces. Il a fait un don de 25 000 euros à la radio. Ça s'est passé quand? C'est passé au mois de septembre. Septembre 2010. Mois de septembre 2010, fin août la deuxième moitié d'août. Parce que moi, je n'ai jamais été demandeur. Farhat Mehni m'a fait appeler par Axil, me disant, bon voilà, comment faire pour que la radio soit écoutée partout? Je dis, il n'y a rien à faire, il faut de l'argent. Combien? 33 000 euros. Alors il m'a dit, voilà, 33 000 euros, on veut bien te les prêter. J'ai dit, non, je ne suis pas demandeur. Si je veux prêter, je vais aller à la banque. Je ne demande rien. Il m'a dit, oui. Et puis, bon, je vais voir. Et là, soi-disant, il est allé voir Farhat, et puis Farhat lui a dit que, bon, voilà, on va te donner 9 000 euros. En fait, voilà ce qu'il y a. Il y avait le prix du satellite, tout l'aspect technique, et il y avait l'orientation de ce qu'on appelle les dipôles. C'est-à-dire pour qu'ils soient orientés vers le nord vers Paris. Pour l'instant, ils sont orientés vers Lille
pour les orienter, il fallait 8 000 € pour qu'ils soient orientés vers Paris. C'est-à-dire que je vais avoir un multiplex à moi seul, c'est-à-dire à la radio. Maintenant, on est dans un multiplex dans lequel il y avait Radio Cato, il y avait Énergie, il y a Skyrock. On est dans un multiplex. Mais si on doit sortir de là pour orienter, il fallait avoir un multiplex à soi qui coûtait 8 000 €. Mais on peut pas payer comme ça l'opérateur avec de l'argent liquide. Ah non, attends, on peut pas payer, c'est pas normal. Non, c'est pas pour ça. Non, l'argent est rentré dans le compte de la radio. Non, l'argent est rentré dans le compte et je vais arriver à ça. Je vais arriver. Donc, il y avait 8 000 € et le reste, c'est pour payer pendant un an toute la technique et le loyer pendant un an sur le satellite. Est-ce que cet argent est rentré dans le compte? Absolument, il est rentré dans le compte de la radio. Mais bien sûr, il est rentré dans le compte de la radio. Mais bien sûr. Je dirais même plus, même l'argent, le salaire, enfin, le revenu qu'il me donnait en tant que ministre, je l'ai mis dans la radio. Et c'était combien? Le salaire? Bon, le salaire, je ne veux pas le dire parce que moi, chacun est payé. Il y a peut-être des amis ministres qui ne veulent pas que les gens sachent. Mais donc je ne dirai pas. On parle pas des autres, on parle de vous. Non. Ils sont tous payés la même chose. Donc je ne vais pas dire combien. C'est de l'ordre de 2 000 à 4 500 €. Voilà. Bon, mais je ne veux pas dire les choses dont mes amis ne veulent pas dire. Mais on était payé en tant que ministre. Et Nafakir, Asri Bakir, Liazi, aujourd'hui même, ils sont payés. Voilà. Mais on va arriver, j'arrive. Mais je voudrais pour que les lecteurs ne perdent pas le fil de la discussion. Donc, quand c'est ça. Alors il m'a dit, oui, mais on veut des preuves. J'ai dit, je n'ai pas à te donner de preuves. Tu donnes l'argent, je le mets dans le compte de la radio, sinon je suis pas demandeur. Ce que j'ai dit, je m'étais même engueulé avec Axel. Je dis, mais je ne suis pas demandeur. C'est vous qui êtes venu me voir. Et j'avais des témoins. Il y avait Mouloud. On était en train de travailler sur la pièce d'identité. On était en train de travailler. Et il m'a appelé. Ils sont témoins. Il y avait Arsri Boussaid et Mouloud Marhab, quand il m'a appelé, je dis non, je ne suis pas demandeur. Qu'est-ce que vous avez à me faire passer un interrogatoire policier alors que je ne vous ai rien demandé? Vous voulez faire un don, vous le faites, vous voulez pas le faire, ne le faites pas, je n'ai pas besoin. Donc Farhat m'a appelé, il me dit ouais, je veux te voir. Il m'a dit moi je vais te donner, moi je vais t'aider. Je vais t'aider jusqu'à ce que je n'en puisse plus. C'est ce qu'il m'a dit, c'était à la République. Il m'a dit désormais tu n'as de compte à rendre à personne qu'à moi. Tout ce que tu veux, je te le donne. Il m'a dit, je vais te donner 12 500 tout de suite. Il m'a donné une enveloppe de 12 500. Dans 2 ou 3 jours, je t'ajouterai 12 500 et le reste après. Est-ce que je peux le faire? J'ai dit oui, tu peux le faire. Il m'a donné 12 500, il m'a appelé, il m'a donné encore 12 500. Moi, je les ai mis à la radio. Il faut savoir une chose, c'est la loi française, c'est que les gens ne savent pas. Quand on met dans une banque un montant en espèces de 30 moins supérieur ou égal à 3 000 €, on doit justifier. On doit donner au moins le nom, etc., contre le terrorisme et le blanchiment d'argent. C'est comme ça. Il y a une loi, je ne me rappelle plus de quel. C'est du blanchiment d'argent. C'est que, voilà. Donc moi, j'ai donné le nom de Farhat Mahni. C'est lui qui m'a donné cet argent-là. Il se trouve que même la directrice de cette banque-là, est une Kabyle qui est du même village que Farhat Mahni. Il m'a dit, alors, ça, c'est de la politique. J'ai dit, oui, mais attends, tu as vu où est le compte? Le compte, je vais avoir un découvert de 4 000 €. Si on continue comme ça. Toi, tu veux pas me prêter de l'argent et tu veux que je ne fasse pas que les hommes politiques ne me prêtent pas d'argent. Il m'a prêté de l'argent, voilà son nom. Et j'ai marqué le nom de Farhat Mahni comme ayant fait un don. Et jusqu'à la seconde près, jusqu'à maintenant, Farhat Mahni ne m'a jamais rien dit. Il ne m'a jamais rien dit. Il m'a ni lui demandé des comptes, parce que s'il me demande des comptes, je vais lui donner. Le bilan est là. Et tu vas le voir, je vais te le montrer, tu vas voir. Le bilan est là, mais il ne m'a rien demandé. Alors, Nafakira, je demande. Alors maintenant,
comme on dit chez nous. Mais est-ce qu'il les a donnés pour le ministre pas du tout, il les a donnés pour la radio. Non, pour la radio. Pas Idir Jouder, il les a donnés à la radio. Il n'a pas donné ni à Idir Jouder, ni au ministre, ni rien. Il les a donnés à la radio. Comme beaucoup de Kabyles. Beaucoup de Kabyles avaient fait des dons. Je ne vais pas dire leur nom parce que je ne sais pas s'ils sont d'accord ou non. Il faut savoir une chose, il a donné 225 000 euros. La radio fonctionne avec 10 fois plus. Il fonctionne, c'est rien du tout ce qu'il a donné. Il a donné rien du tout. Il a donné ça pour le satellite que j'ai payé. Bientôt, parce qu'on a un conflit dont tout le monde peut demander à notre avocat de la radio, il s'appelle Hassan Bouzoutine, que tout le monde connaît. D'ailleurs, si vous avez des problèmes, je vais lui faire un peu de... Il est connu, etc. Et c'est lui qui est en charge de ce dossier-là, avec le diffuseur qui est Towercast, c'est-à-dire Énergie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les moyens de recevoir notre signal. Bon, ça va se faire. Bon, nous, on a attendu 20 ans. Mais c'est pas quelques mois, ce n'est pas grave, on attend. Pour en venir à Nafakira. Nafakira, je demande, mais est-ce que c'est lui qui a donné cet argent-là? C'est pas lui. Maintenant, la question que je veux poser à Nafakira, si vraiment il veut savoir, il veut des comptes. D'abord, il n'a aucun droit de demander des comptes. Mais le seul compte qu'il doit demander, l'argent que Farhat lui donne, puisqu'il est payé par Farhat, est-ce qu'il a posé la question d'où vient cet argent-là? Moi, je pose la question. D'où vient? Parce que moi, j'ai posé cette question à Farhat. Je dis, d'où vient ce flux monétaire colossal en espèces qui circule au sein du GPK. Ce flux-là... Et c'était quoi la réponse? Non, la réponse, moi je vais vous dire ce qu'il a dit. Il m'a dit, c'est le Maroc qui me le donne. 250 000 euros par mois. Depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui. Moi, je ne sais pas. Je suis obligé de le croire. Il l'a dit devant témoin. Il me l'a dit devant témoin, devant Mouloud Marhab. Tu peux aller le questionner. Il l'a dit devant eux. Il a dit, je reçois depuis le mois de janvier 250 000 euros par mois et jusqu'à aujourd'hui. Alors, Nafakirash, si vraiment ce n'est pas une manipulation de la part de Farhat, parce que pourquoi je pense à une manipulation? Parce que Farhat n'a pas dit, c'est lui qui m'a donné cet argent-là. Il aurait dû aller lui dire, ou lui écrire, il dit, attends, ça te regarde pas, c'est mon problème entre Idir et moi. Il aurait dû le faire, puisque c'est la vérité. Lui, il ne m'a pas demandé des comptes, mais il m'a demandé des comptes par l'intermédiaire de Nafakirash. Alors Nafakirash, je lui demande de dire d'où vient ce flux d'argent en espèces, il n'a qu'à demander. Parce que si par malheur cet argent-là, Nafakirash et l'ont mis dans leur compte bancaire, ils doivent le déclarer au fisc. Maintenant, moi je ne sais pas, il a dit ça. Maintenant c'est un problème des services fiscaux français. Parce que les flux en espèces sont contrôlés. Soit du blanchiment, soit ce qu'on a gagné. Voilà. À ce moment-là, Nafakirash et ses amis doivent répondre. C'est à eux de répondre, ce n'est pas à moi. Est-ce que vous pensez que, comme vous êtes un média, vous avez fait un don de 25 000 euros, est-ce que vous pensez que tous les médias sur Internet, les radios qui sont kabyles, qui travaillent sur Internet ou autres, elles ont reçu... je ne sais pas. Non, je ne peux pas dire, je ne sais pas. Moi, j'ai reçu pour ça. Je n'étais pas demandeur. Farhat Mehni m'a demandé qu'est-ce qu'on doit faire pour que tout le monde l'écoute en Kabylie et en Algérie. J'ai dit, il faut se mettre sur le satellite. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'argent. Il faut 33 000 euros. C'est ce que je lui ai dit. Et il a mis 2 fois 12 500 et 12 500 qu'il avait mis. Moi, personne ne les a niés. Même Nafakira, c'est moi qui lui ai dit. Je crois que je l'ai dit à tout le monde. Parce que, et l'argent que ça, je l'ai mis au nom. C'est comme un don. Un don fait comme tous les Kabyles. Sauf que les autres, ils ont fait par chèque. Ils ont fait les dons par chèque. Il y a le, si on regarde la publicité, sur un transporteur,
il a payé sa publicité et il a fait encore un don. Je peux pas vous dire parce qu'il ne le souhaite pas. Il a fait un don. Il y a d'autres qui ont fait un don de 25 000 €, un don de 50 000 €. Ils ont fait des dons. Mais ces gens-là, s'ils veulent, je me tiens à disposition de tous les gens qui ont fait, uniquement les gens qui ont fait des dons, de voir le bilan. Le bilan est là. Je leur donne ce qui a été fait avec leur argent. Après votre départ du GPK, il n'y a pas eu de remaniement. C'est que l'équipe elle a été restreinte. Selon vous, qu'est-ce qui a poussé à restreindre cette équipe? Azaher, excuse-moi de te tutoyer, parce que dans la vie, on se tutoie. Bon, pas grave. Quand tu me vois, c'est pas grave, mais moi, je te tutoie, c'est pas grave. Moi, je ne peux dire que ce que je pense. À mon avis, il a trouvé personne. À mon avis, Farhat n'a trouvé personne pour être ministre. Sinon, il l'aurait fait. Voilà, parce que... Pourquoi ça fait peur tant? Être militant et être payé en même temps, c'est un peu l'idéal. Oui, mais l'argent ne suffit pas. La preuve, j'ai quitté, j'étais payé. Mouloud a quitté, il était payé. Al-Sri Boussaïd a quitté, il était payé. Mais ça ne suffit pas. Un militant, ce n'est pas l'argent. Et pourtant, tous comme on est. Aujourd'hui, Al-Sri Boussaïd est dans le caca. Parce que, non, mais je le dis parce que il a donné sa démission. Parce Farhat avait exigé qu'on démissionne tous de notre boulot. Moi, j'ai perdu ma société. Malika Mouassé a perdu son travail. À l'heure actuelle, il vit du RMI. Donc, c'est dire que ce n'est pas l'argent qui nous a amené. C'était un combat. On était là, avec nos pilums pour aller affronter, parce que qu'est-ce qu'il y a? Il faut que les Kabyles sachent, que quand j'entends un certain nombre de personnes telles que Firman, Nafakiraj, Sarsri Bakir, ne s'attaquer qu'aux militants autonomistes, alors que l'autonomie, la Kabylie a énormément d'ennemis, et cela, ça les intéresse pas. Ça les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est de trucider les Kabyles pour paraître les seuls représentants de la Kabylie. Parce que sinon, regardez, Al-Sri Bakir et Nafakiraj, ils ont descendu Farhat il y a pas si longtemps. Ça, on se souvient. Avec l'affaire des Corses. Et aujourd'hui, Nafakiraj ose ouvrir sa gueule pour dire « Je suis le conseiller favori, je ne sais pas, on se croirait sous Louis XIV, qui a des favorites partout, etc. Voilà, il y a l'évolution des idées, non, mais c'est pour que les Kabyles sachent distinguer le bon grain de l'ivraie, parce que ce n'est pas comme ça, osciller sans cesse du fusil au missel, pour vivre. Parce que, moi, exemple, Nafa Akirash, Al-Sri Bakir, comment sont-ils arrivés au GPK? Est-ce que tu le sais? Et je cherche pas à le savoir. Tu cherches pas? Eh ben, moi, je vais te le dire. C'est une fois, Axil vient et me dit, tu sais ce que j'ai fait? Quelque chose de magnifique. Eh ben, pour casser les autonomistes, Aziz Tari, Malika Baraka, Ait Bachir, je leur ai enlevé Al-Sri Bakir pour les amener et les neutraliser. Mais ils ont jamais fait partie de l'autre camp de l'autonomie. Ils ont toujours essayé d'être au CERAC, en tout cas. Au CERAC, mais le CERAC, ils sont tous au CERAC. Oui, mais Aziz Tari, Malika Baraka. Oui, bon, en tout cas, c'est ce qu'il pensait. Il les a amenés, il s'est dit, tiens, je vais casser l'autre opposition à l'autonomie. Ce qu'il pense, ce qui est une hérésie. Au MAC, oui. Ce qui est une hérésie. Et moi, j'étais pas d'accord. J'ai dit, mais écoute, tu fais une connerie. Il me dit, ouais, attends, tu vas voir, ils vont rien faire. C'est la stratégie. Voilà, la stratégie. Parce que lui, c'est un manipulateur, ce qu'il a dit, dont il est fier d'ailleurs, hein, etc. Eh ben, quand ils sont venus, et qu'est-ce qu'elle leur a promis, Farhat, semble-t-il? Parce que Farhat, il me l'a dit. Il me l'a dit encore devant témoin, devant Mouloud. Et à Méomar au café, là. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit,
comme si, il a l'habitude d'agir comme ça, qu'il leur a promis, écoute bien encore là une lubie de Farhad, il leur a promis d'être en position éligible sur la liste de Bruno Leroux à Saint-Ouen, au municipal. C'est un marchandage. C'est un marchandage. Il leur a dit, il ajoute ceci, tu sais très bien, comme moi, que ce qui les intéresse, c'est leur trajectoire politique en France. S'il n'y a que ça qui les intéresse, moi, j'ai discuté avec mon ami Bruno Leroux pour qu'il soit en position éligible. Oh, Bruno Leroux, moi je le connais bien, je le connais très bien. Jamais il acceptera quelqu'un qui s'affiche avec l'extrême droite. Souviens-toi, au métro Porte d'Orléans, je ne sais pas trop quoi. Porte de Versailles, avec les assises anti-islam, oui. Voilà. Comment peut-il aller au Parti socialiste pour avoir, comme si, alors c'est pour ça que j'ai dit au départ, son but c'est de trucider les Kabyles pour paraître le seul. Or, ça se fait pas comme ça, la politique. Bruno Leroux, c'est un homme chevronné, c'est un responsable du Parti socialiste, et c'est pas quelqu'un qu'on peut avoir avec des je te jure, etc. Moi je. Donc, oui, voilà. On n'est pas là pour jeter des fleurs à Bruno Leroux, ni non, aux autres. Je sais pas pour jeter des fleurs. C'est pour dire simplement, c'est pas un néophyte dans la politique. Alors que eux, ce sont des néophytes. De toute façon, le terrain nous le dira. Bah absolument. Juste, absolument. Pour finir, quel est pour vous l'avenir de la revendication autonomiste? Est-ce qu'elle a vraiment un avenir avec des institutions comme ça qui essayent un peu de paraître au lieu de travailler? Absolument. Moi, je suis optimiste. Honnêtement, je suis optimiste pour la Kabylie. Et je suis optimiste pourquoi? Parce que, jusqu'à présent, nous avons un fonctionnement qui a atteint ses limites. L'autorité personnelle, le zaïmisme, on le voit. Et aujourd'hui, moi je salue les efforts qui ont été faits par McFrance en direction de la démocratie, du fonctionnement démocratique et de la liberté d'expression. Et en mon nom personnel, en tant que militant de l'autonomie, je fais appel à tous les autonomistes, de se dire aujourd'hui, il n'y a plus de zaïn, chacun à sa place, et de discuter, de dire voilà ce que je pense, et autour des valeurs. Maintenant, je dis aux autres qui ne sont pas au McFrance ou qui ne sont pas au MAC, les autonomistes qui sont convaincus, je leur dis... Les souverainistes, on va dire. Ils s'identifient comme des autonomistes, comme mes amis, ils sont des militants, on a milité depuis fort longtemps, Malika Baraka, personne ne peut dire que Malika Baraka n'est pas une militante autonomiste, Aït Bachir, personne ne peut le dire, même s'il n'est pas d'accord avec moi, Malika n'est pas d'accord sur plein de sujets avec moi, Majid Boumqla, tous ces gens-là, tous ces Aziz Tariq, il nous arrive de ne pas être d'accord au sein du CERAC, de ne pas être d'accord. Mais on a toujours évolué. Alors, ce que je leur dis, voilà, aujourd'hui, il n'y a pas 36 000 solutions. Soit vous êtes les bienvenus au MAC. En tout cas, au MAC France. Ce n'est pas un MAC ailleurs, je parle de MAC France. Vous êtes les bienvenus. Votre parole est écoutée. Si, à une condition, vous respectez le fonctionnement démocratique et la liberté. Sinon, créez un autre parti autonomiste ou autre chose, créer un autre parti. Et si nous avons des points communs, un dénominateur commun, on va se rassembler autour d'un même objectif, autour de ces points-là. Mais vous ne pouvez pas rester en marge. C'est impossible. Désormais, c'est impossible. C'est un appel lancé à tous les autonomistes qui ne sont pas au MAC. Absolument. Ils sont nombreux et ils sont de qualité. Voilà ce que je veux dire. Je vous remercie. Vous avez un dernier mot avant qu'on conclue? Eh ben, un dernier mot. Je dis, je félicite tous les militants
autonomistes en général, et je les remercie pour leur engagement, et en particulier les militants du MAC France, qui sont vraiment désintéressés, qui sont vraiment des vrais militants, et aussi en particulier le nouveau conseil d'administration, qui est vraiment sincère et qui travaille. Je vous remercie.